Bonsoir à tous, merci de suivre l'information sur RTI 1 ce mardi 24 avril. Ils veulent investir en Côte d'Ivoire. Des hommes d'affaires chinois sont en prospection dans le pays. Ils ont été reçus par le vice-président Daniel Kablon-Duncan. Ils ont aussi parlé du renforcement des relations entre les deux pays. En 2017, les banques ont injecté 4,718 milliards de francs CFA dans l'économie ivoirienne. Un chiffre communiqué lors de la rentrée de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire ce mardi. Le Conservatoire régional des arts et métiers d'Abengourou, un centre de formation à vocation régionale qui malheureusement se meurt aujourd'hui, le dossier de ce 20h nous y conduit. Et puis le PDG du groupe Bolloré a été placé en garde à vue ce mardi dans le cadre d'une information pour corruption pour l'obtention en 2010 de 2 terminaux à conteneurs au Togo et en Guinée. Bienvenue à tous. Une délégation chinoise en mission de prospection en Côte d'Ivoire a été reçue par le vice-président ivoirien. Les échanges ont essentiellement porté sur le renforcement des relations sino-ivoiriennes. Jérôme Kofi Aboulin. Une délégation chinoise forte d'une vingtaine de membres en mission en Côte d'Ivoire dans le cadre du renforcement des relations entre les deux pays. Cette délégation de haut niveau a été reçue ce mardi 24 avril 2018 au palais présidentiel par le vice-président ivoirien Daniel Kablon-Duncan. Nous avons eu des échanges ce matin sur l'approfondissement de la coopération sino-ivoirienne et nous avons beaucoup apprécié le développement des relations bilatérales entre la Chine et la Côte d'Ivoire et nous sommes d'accord pour faire progresser davantage notre coopération bilatérale en matière de production industrielle en s'appuyant sur la mise en œuvre des projets prioritaires dans la coopération industrielle. Et sur ce point-là, nous avons dégagé un large consensus après des échanges et des discussions très approfondies. Donc, toutes les deux parties sont prêtes à continuer à élargir et à approfondir notre coopération au bénéfice de nos peuples respectifs. Avant de rencontrer le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, la délégation chinoise a eu plusieurs séances de travail technique avec un certain nombre de ministères. Il s'agit de ceux en charge de l'industrie et des mines, des infrastructures économiques, des transports, du pétrole et de l'énergie. Des ministères tous porteurs de grands projets inscrits au programme de coopération financière sino-ivoirien pour la période 2016-2020. Le secteur des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire se porte plutôt bien. En 2017, il a contribué pour 4,718 milliards de francs CFA à l'économie ivoirienne. L'Association professionnelle des banques et établissements financiers note également une augmentation moyenne annuelle de compte de 4% et c'est le dernier bilan publié aujourd'hui mardi. Francis Boifo. En 2017, les banques ivoiriennes ont injecté dans l'économie la somme de 4,718 milliards de francs CFA. Pour 2018, l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, APBFC, veut faire mieux. Nous avons pris l'engagement de renforcer le financement en destination des petites et moyennes entreprises. Nous allons aller vers les populations pour leur parler de l'importance d'avoir un compte bancaire, d'avoir donc une relation avec le système bancaire. Au 31 décembre 2017, les ressources collectées par l'APBFC s'élevaient à 9 507 milliards de francs CFA. Pour le financement des projets de développement cette année, l'État attend beaucoup des banques et établissements financiers. Il faudrait que ces banques continuent d'appuyer l'État pour que nos mobilisations de ressources puissent se faire en interne. Nous fonctionnons en union et nous avons un pool commun de devises. Les banques doivent de plus en plus faire en sorte que les ressources issues des recettes d'exportation puissent être rapatriées pour alimenter ce pool commun de devises. L'État souhaite que les banques essaient de voir, dans la mesure du possible, à la baisse les taux d'intérêt qui accompagnent ces crédits qui sont alloués, toutes choses qui devraient permettre aux acteurs économiques d'aller de l'avant. L'objectif étant d'augmenter le taux de bancarisation, actuellement de 16% contre 7,1% en 2007.
Le réseau bancaire ivoirien, c'est 30 structures, 666 agences et environ 940 guichets automatiques. La 8e assise de l'Association ivoirienne des sciences agronomiques, cette plateforme de recherche pour booster le développement agricole, se tient en ce moment même à Korogo, dans la région du Poro. Le monde de la recherche se donne 3 jours afin de proposer des voies et moyens d'adaptation de l'agriculture au changement climatique. Dans le domaine agricole toujours, la NACAD occupe une place de choix dans l'économie ivoirienne. Le pays est le premier producteur mondial. Les acteurs de la filière ont décidé de la création d'une organisation professionnelle agricole. Charles Tatou. La production ivoirienne de noix de cajou risque de connaître une chute du fait des maux qui minent la filière. Mots qui ont pour nom non-respect des prix fixés par l'État et fuite des produits vers les pays voisins. L'ampleur des difficultés de la campagne agricole en cours interpelle. Les plus concernés, les acteurs de la filière eux-mêmes. Ils ont décidé de bannir leur querelle de personnes au profit de la mise en place d'une organisation interprofessionnelle. Le processus a démarré depuis Yamoussoukro. La ville a accueilli tous les acteurs de la chaîne de commercialisation de la noix de cajou, notamment les producteurs, acheteurs, transporteurs et exportateurs. En Afrique de l'Ouest, précisément la Côte d'Ivoire, c'est le premier producteur de cacao, premier producteur d'anacarde. Et puis on trouve que vraiment les enfants de ce pays, il y a certaines personnes qui sont dans l'air sans jusqu'à aujourd'hui sont pauvres. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous, on ne veut plus de petites solutions, on veut des solutions à moyen et long terme. C'est-à-dire qu'il y a une visibilité qui est claire pour pouvoir résoudre tous les problèmes de la filière. Les travaux de Yamoussoukro ont porté sur l'élaboration des textes de cette association. Nous sommes à peu près 400 000 producteurs. Il y a les exportateurs, il y a les transformateurs, il y a les commerçants. Donc il est important pour nous, parce qu'il ne faut pas mettre une interprofession de nom. Il faut mettre une interprofession qui travaille effectivement pour l'interprofession et les acteurs de la filière. Nous ne voulons pas nous tromper dans ce que nous faisons. Voilà pourquoi nous avons voulu qu'elle ne soit parmi nous, pour nous permettre de respecter les textes de mise en place de cette interprofession. Une organisation interprofessionnelle agricole. Les acteurs de la filière, Anacarde, estiment qu'elle est la seule arme pouvant permettre de lutter efficacement contre les pratiques des acheteurs véreux. Une autre lutte, celle contre la déforestation. La Sodefort a eu une idée originale, une randonnée pédestre de 12 km à l'intention des partenaires et structures décentralisées. Plus de 200 marcheurs ont investi la forêt classée de Yapo-Abe, c'est à Azaguié dans l'Agnébi-Tiassa. Ils ont marché, mais ils ont surtout fait du reboisement. Franck Quadio. Un rideau de verdure entre les voies Abidjan-Zopé et Agboville. C'est la forêt classée de Yapo-Abe, plus de 28 000 hectares. Et ce matin, abritant des occupants particuliers, des marcheurs, pour une randonnée écologique, distance à parcourir 12 km, une initiative de la Société de développement des forêts Sodefort pour le bien-être des organismes. Le sport, c'est aussi bon pour la santé. Mais faire le sport encore en forêt, où l'air est pur, l'air n'est pas pollué, c'est encore mieux. Le corps, mais aussi la préservation de l'environnement, l'utile à l'agréable des plants d'acajou, de Niangon et d'Azopé. Pour une opération reboisement sur le site, ils étaient plusieurs à représenter des organisations partenaires de l'administration publique et privée et des collectivités décentralisées. Nous savons tous aujourd'hui ce que le réchauffement climatique pose comme problème dans le monde entier. Donc il était important, par notre action, par notre présence, de venir lancer un message fort pour dire que nous devons préserver nos forêts pour la survie de l'espèce humaine. Après le site de reboisement, la traversée de la forêt classée, pas facile, mais gratifiant. La nature, ça fait du bien, parce qu'on n'a pas ça à Abidjan, mais c'est la pollution à Abidjan et on découvre beaucoup de choses. Le sourire de rigueur malgré la fatigue. La dernière étape, la visite du site de la CNRA, la base génétique des essences en Côte d'Ivoire depuis les années 60. Une randonnée doublement bénéfique et cela pour un objectif. Nous voulions lancer une campagne de sensibilisation et par la même occasion mettre en place un mouvement. C'est-à-dire c'est le mouvement des amis de la forêt. Et de façon régulière, tous ceux qui
pensent avoir un intérêt pour la forêt, nous allons les inviter. Le message aussi qui est ressorti donc, de cette randonnée, c'est vraiment l'intérêt que les industriels ont manifesté pour cette activité. Nous avons eu par exemple des industriels du bois, des chocolatiers, des agro-industriels qui sont venus pour montrer que leur activité qui a un lien direct avec la forêt mérite d'être gérée de façon durable. Nous avons marché dans les forêts, nous avons parlé dans les forêts. C'est l'esprit de la coopération pour chercher pour les solutions de protéger les forêts. Ici donc, un réseau d'alerte contre la menace de déforestation qui guette même les forêts classées. Celles du sud-ouest et de l'ouest ont un taux de dégradation variant aujourd'hui entre 80 et 100%. Dans le domaine sanitaire, la Côte d'Ivoire va vers l'élimination de la maladie du sommeil. Une maladie très ancienne mais qui continue de faire des victimes, notamment à Boisflé, Saint-Fra et Bonon, qui sont des zones endémiques. Un film de sensibilisation a été présenté à l'Institut national de santé publique. Ami Sissoko. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu peux m'expliquer un peu? Mon corps chauffe beaucoup. Ton corps chauffe? J'ai très mal à la tête. Je suis très affaibli. Il y a un peu longtemps? Il y a longtemps même. Et tu dors beaucoup, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Je dors très beaucoup. À tout moment, je ne fais que dormir. Ce sont là les signes de la trypanosomiase humaine africaine, communément appelée maladie du sommeil. On vient de vérifier, la maladie que vous avez, c'est la trypanosomiase. On va vous mettre au traitement. Le traitement, il n'est pas dangereux. Si vous suivez bien ce traitement, vous allez guérir. Ces séquences sont tirées du film La maladie du bout de la piste. Un film documentaire sur la maladie du sommeil dont l'objectif premier est de sensibiliser sur ses dangers et la nécessité de se faire dépister. Depuis 2007, la Côte d'Ivoire enregistre moins de 10 cas par an. Nous étions à 200 cas. Ce film doit être diffusé dans tout le pays pour que les populations soient informées que la maladie a existé et si on y prend garde, elle peut revenir. Le film de sensibilisation sur la maladie du sommeil dure 30 minutes. Il est réalisé par l'Institut Pierre Richer, un centre de recherche de l'Institut national de santé publique de Bouaké. Le film documentaire qui a été produit avec le concours du Programme national d'élimination de la trypanosomiase sera projeté dans toutes les zones endémiques, notamment Boisflé, Saint-Fra et Bonon. On sait où sont situés les foyers, on sait où sont situés les foyers hypo-endémiques, etc. Et donc dans chaque cas, nous avons mis en place des stratégies adaptées à chaque situation afin donc de parer à la situation. Lorsqu'une personne est détectée positive, eh bien la personne est traitée et le traitement il est gratuit. La maladie du sommeil est transmise à l'homme par la mouche tsetse en le piquant. Elle sévit dans les zones de forte production de café, cacao, EVA, noix de cajou, bois de teck, ainsi que dans les marigots et les maraîchers. L'Agence Emploi Jeunes a lancé la session 2018 des programmes de stage. Le programme d'aide à l'embauche et le programme national de stage des jeunes visent à mettre à la disposition de la jeunesse une gamme variée pour les approches d'insertion professionnelle. À ce jour, ils sont plus de 60 000 à en avoir bénéficié et pour un investissement de 37 milliards de francs CFA. Patricia Omouetia. Des témoignages. J'ai fait un stage de 1 an. Après ce stage, je suis passé en CDD. Après le CDD, je suis passé en CDI. L'étudiant qui est qualifié, qui est diplômé, peut simplement s'inscrire. Il s'inscrit sur le site, il sera contacté et par la suite, il pourra faire son entretien. S'il est retenu, rentrer dans le monde professionnel. Mais aussi des conseils des chefs d'entreprise. Nous avons recruté 43 jeunes en stage, dont 12 en PAE. 2-3 jours, je suis absent. Motif, je n'ai pas de transport. C'est un pré-emploi qui est payé par emploi jeune, complété par l'entreprise elle-même. Donc, ce comportement, on le ressent de plus en plus. Plus de 1000 entreprises ont reçu des jeunes pour des stages dans le cadre des différents programmes d'aide à l'embauche et au programme national de mise en stage. Certains ont acquis aujourd'hui des expériences et ont un métier. À l'horizon 2022, 30 000 jeunes sont visés pour un investissement de 32 milliards de francs CFA. Il s'agit de renforcer l'employabilité des jeunes, c'est-à-dire faire en sorte qu'ils soient employables. Pour vous parler de façon simple, c'est-à-dire leur donner des opportunités de stage, raison pour laquelle nous sommes là, mais aussi leur donner la possibilité d'avoir des formations de reconversion, mais aussi des formations pour s'installer à leur propre compte et même l'apprentissage. L'emploi, indicateur important du développement d'un pays,
demeure une préoccupation pour la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, en plus des nombreux programmes d'emploi conçus pour booster l'insertion des jeunes, l'État a consenti à des efforts financiers importants en octroyant des crédits d'impôt à toute entreprise qui embaucherait des jeunes Ivoiriens. La ministre ivoirienne de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité a rencontré les partenaires et organisations de la société civile. Il a été question du nouveau texte sur la représentativité des femmes. Il va être bientôt soumis au Parlement. Patricia Omouetia. Des ovations pour accueillir la bonne nouvelle. La situation est encore en deçà de nos objectifs et nous devons y travailler ensemble. C'est pourquoi nous avions inscrit cette deuxième rencontre dans une optique programmatique centrée principalement sur les actions prioritaires en matière de genre et s'inscrivant dans une dynamique de recherche de résultats palpables et concrets dans la promotion de l'égalité de genre. Mariatou Kone a également invité les membres de ce cadre de concertation sur le genre à faire un plaidoyer pour que la loi puisse franchir le cap du Parlement. Cette plateforme multisectorielle de coordination se présente comme une extraordinaire opportunité pour favoriser la synergie d'action pour mieux orienter les interventions liées au genre. Les priorités sont données par Madame la ministre. On a vu son plan de travail. On a vu à quel point elle donnait de l'importance à la participation des femmes à la prise de décision. On a vu la question de l'autonomisation de la femme, soucieuse aussi de durabilité. C'est le représentant de l'Union européenne qui a rappelé que les femmes représentaient 60% des ressources productives. Comment peuvent-elles tant s'investir et ne pas en récupérer quelques bénéfices? Donc je crois que la ministre a planté le décor. Elle a parlé des moyens. En Côte d'Ivoire, il y a des audits de genre qui ont été réalisés. Les matrices d'action prioritaires de 2018 du ministère en charge des questions des femmes prennent en compte le renforcement de la qualité des institutions pour la paix et la bonne gouvernance, l'amélioration des conditions de vie des populations et la promotion de la jeunesse et de la femme. Fluidité du transport, comment améliorer les conditions de transport et d'échange le long des corridors internationaux? Les acteurs clés du transit en Afrique de l'Ouest et du Centre ont échangé sur la question. Il s'agit essentiellement d'améliorer le transit entre Abidjan et Lagos. Léon Bro. Les lourdeurs administratives et les longs délais d'accomplissement des formalités au corridor retardent les échanges commerciaux et freinent la croissance économique en Afrique de l'Ouest et du Centre. Constat de l'organisation du corridor Abidjan-Lagos, le programme des politiques de transport en Afrique et la Banque mondiale. 3 organisations à l'origine des présents échanges et réflexions. Il s'agit pour les acteurs d'identifier dans chaque pays les bonnes et mauvaises pratiques de transit et d'échange le long des corridors internationaux. La finalité, harmoniser ces règles. D'abord, amener tout le monde à respecter la réglementation internationale. Il faut que entre les pays, il y ait une interconnexion. Il faut lever toutes les barrières physiques, les tracasseries, les faux frais. Et puis, il faut que les gens soient formés, ceux qui doivent faire les déclarations. Ce que nous attendons de cet atelier, c'est essentiellement la baisse des coûts et l'amélioration de l'efficacité du système, donc la réduction des temps d'acheminement des marchandises, en commençant par la réduction des temps de séjour au port, l'élimination des barrières physiques le long des corridors, la facilitation des traversées de frontières et la livraison des marchandises à temps et en intégrité. Au bout de cette vision, la croissance économique en Afrique de l'Ouest et du Centre, l'approche combine le développement des corridors, l'amélioration du régime de transit et la professionnalisation du transport. Pendant donc les 3 jours, les participants à cet atelier régional ont aussi réfléchi à trouver les voies et moyens pour y parvenir. Les conducteurs routiers de Côte d'Ivoire et ceux de la sous-région ont initié une journée d'hommage au président ivoirien. Ils ont salué les actions du gouvernement en faveur du développement des infrastructures routières en Côte d'Ivoire. Olivier Iriebi et Abou Sanogo. Construction de ponts, restauration des routes, prolongement d'autoroutes,
Des réalisations entreprises en Côte d'Ivoire s'inscrivant dans la modernisation des infrastructures de transport routier. C'est en reconnaissance des efforts du chef de l'État et du gouvernement en leur faveur que les conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest ont initié une journée d'hommage au président de la République Alassane Ouattara. À ce stade du développement de la Côte d'Ivoire, nous pensons que les populations ivoiriennes qui ressentent les bienfaits des actions du président de la République, mais particulièrement les acteurs du secteur du transport routier, doivent pouvoir à un moment donné évaluer les effets de ces actions du chef de l'État et quelque part exprimer leur satisfaction. Pour ces acteurs, la politique du gouvernement est certes favorable au transport des biens et des personnes à l'intérieur du pays et au-delà de ses frontières, vu les nombreux acquis enregistrés. Cependant, des préoccupations demeurent. On doit avoir quand même l'accord des sièges. Et deuxième, c'est le parking. C'est la difficulté aujourd'hui, le parking, parce que les gros camions aujourd'hui au port, tu ne peux pas circuler. Il n'y a pas de place pour garer. Le secteur du transport n'avait pas de convention collective. Et quatrième, c'est le gars moderne. Le représentant du ministre des Transports soutient pour sa part que le gouvernement a déjà pris des mesures pour faire face aux problèmes posés. Selon lui, la satisfaction des doléances contribue à l'accroissement du PIB. Avant 2011, c'était 7 jours pour rallier Abidjan à Lagos. Depuis quelque temps, ce n'est que 24 heures, au maximum 48 heures. Vous avez entendu également la réduction du nombre de barrages pour lesquels nous avons travaillé. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en deçà des normes communautaires. Après la mise en place du mécanisme visant à faire de la fluidité du transport une réalité en Côte d'Ivoire, le ministère en charge de l'intégration entend inviter les conducteurs à une rencontre d'évaluation. Prières de bénédiction, prestations artistiques ont meublé cette journée d'hommage des transporteurs au président de la République. Dans l'actualité politique, la coalition des ex-exilés pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire exprime sa détermination à faire la promotion de la réconciliation et de la paix dans le pays. Les membres de la coalition souhaitent la mise en place d'un cadre pour la réinsertion de ceux qui ont volontairement décidé de mettre fin à leur exil. Abou Sanogo. Et ils sont rentrés au bercail par vagues successives. Ils ont saisi la main tendue du président de la République Alassane Ouattara pour signer leur retour au pays. Aujourd'hui, ces ex-exilés ivoiriens veulent désormais être des ambassadeurs de paix en Côte d'Ivoire. Réunis au sein de la coalition des ex-exilés pour la démocratie et la paix, ils entendent faire la promotion de la réconciliation et la cohésion. Nous voudrons rendre un hommage au président Alassane Ouattara et à son gouvernement. Nous leur disons merci. Merci pour ce qui a été fait. Notre coalition est prête à s'engager à tout ce qui est processus de paix et de réconciliation, sans préalable. En tant que président, je le dis, parce que nous disons que la stabilité, la paix dans un pays est gage de sécurité et d'évolution. Par ailleurs, il souhaite qu'un cadre propice soit mis en œuvre pour assurer la réinsertion de ceux qui ont volontairement décidé de mettre fin à leur exil. Aussi, s'engage-t-il à aller à la rencontre de leurs camarades toujours en exil afin qu'ils reviennent au pays. Tous ceux qui nous écoutent, qui nous verront, nous leur disons de nous rejoindre. Nous avons ce droit d'avoir un regard vers toutes ces personnes que nous avons convaincues de pouvoir revenir et d'accepter la main tendue du président Alassane Ouattara. Un retour que nous voulons vraiment mettre à profit pour parler, pour échanger avec nos frères, nos sœurs, les Ivoiriens, de cette expérience-là, parce que le pays est une chose essentielle pour nous. Et aujourd'hui, nous disons Côte d'Ivoire first, la Côte d'Ivoire d'abord. Nous avons notre volonté de promouvoir la paix, promouvoir la cohésion nationale. Parce que c'est ça qui est l'enjeu. Aujourd'hui, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, 96% des Ivoiriens qui sont sortis sont rentrés. La coalition des ex-exilés pour la démocratie et la paix compte mener très bientôt des actions de sensibilisation et de promotion de la paix. Parlons culture et on s'intéresse au Conservatoire régional des arts et métiers d'Abangourou. Une école de formation aux métiers des arts à vocation régionale, mais ce centre est aujourd'hui à l'agonie. Le matériel fait défaut, les débouchés restent flous et les apprenants préfèrent regarder ailleurs. Eugène Atoubé s'y est rendu son dossier.
à Bengourou, chef-lieu de la région de l'Indénieux-Guablé. Dans cette localité, il y a un centre de formation dont on a presque oublié l'existence. Il s'agit du CRAMA, le Conservatoire régional des arts et métiers d'Abengourou. L'établissement fonctionne bel et bien, quoique postiche et dépouillé de toute sa majesté qui faisait l'orgueil et la fierté de toute une région. L'un des objectifs était de pérenniser ou de faire ressortir les valeurs culturelles à Caen. Nous devrions aller à la recherche, faire la documentation et venir enseigner, pratiquer ces arts-là au niveau de l'école. Retour dans le temps. En 1995, l'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de la Culture, décide de doter la région d'Abengourou d'un établissement de formation au métier de l'art. Ainsi, cette année 1995, la ville d'Abengourou abrite un collège d'enseignement artistique. Ce collège va se muer en conservatoire à la même année avec l'appellation Conservatoire régional des arts et métiers. Aujourd'hui, on est bien loin des beaux jours de cet établissement qui n'est conservatoire que de nom, happé par les problèmes à la fois structurels, pédagogiques et didactiques. Moi, comme ça, je suis batteur. Souvent, je fais les exercices, mais c'est dur parce que n'en veut pas de batterie, tout ça. Maintenant, à la guitare aussi, souvent on est nombreux. Tu es obligé toi-même de détacher une guitare. Si ça ne va pas, tu es obligé d'attendre que l'autre finisse. Normalement, quand on parle de conservatoire, nous devions avoir un minimum de matériel pédagogique pour pouvoir aboutir à nos fins. J'avoue que l'école est un peu en souffrance à ce niveau-là. En cette année académique 2017-2018 qui se poursuit, rien de nouveau ne s'est ajouté à l'existant. Ici, les années se suivent et se ressemblent. Un sentiment d'abandon plane sur l'établissement et il a fini par gagner aussi les apprenants, le corps enseignant et les encadreurs. Et comme le disent les apprenants eux-mêmes sur un ton où se mêlent amertume et désillusion, il ne fait plus bon vivre au Conservatoire régional des arts et métiers d'Abengourou. Tu peux continuer tout ici, mais tu ne peux pas avoir un diplôme qui te permet de pouvoir enseigner. Aujourd'hui, les parents savent que je suis dans un endroit où je vais à l'école. Puis on apprend que bon, s'il n'y a pas d'évolution, tu es toujours dans le même coin, mais tu dis que tu vas à l'école. Donc si je quitte l'école, c'est pour ça. Le premier problème, c'est le diplôme. Beaucoup d'élèves abandonnent l'établissement en cours de chemin pour aller au CTA de Bingerville parce qu'au bout, il y a des diplômes. Alors qu'ici, nous avons même des bacheliers. Et donc, quand ils finissent, ils préfèrent repartir encore pour aller faire le bac H pour se retrouver à l'INSAC qui va leur ouvrir les portes de l'enseignement. Mais au CRAMA, le problème du diplôme n'est pas encore réglé. En plus de cela, les élèves ne sont pas boursiers ici, contrairement aux autres élèves en art dans les autres établissements. Ne serait-ce que pour cela, ils préfèrent aussi partir parce que l'art coûte cher. Pour l'image qu'il donne à voir, le Conservatoire régional des arts et métiers d'Abengourou, structure sous tutelle du ministère de la Culture et de la Francophonie, est comparable à ces nombreux établissements en Côte d'Ivoire qui nécessitent une réhabilitation en profondeur. C'est un conservatoire presque dépeuplé. Seuls quelques apprenants y sont encore, au nom de leur amour pour l'art. Ils y reçoivent une formation en communication visuelle, sculpture, teinture et décoration textile, encadrée par 16 enseignants assurant les formations dans ces différentes filières. Dans notre travail, nous essayons quand même d'aller au-delà de ce que nous savons. Nous faisons des recherches en dehors de ce que nous savons. Et ces recherches, une fois au point, nous essayons de ventiler ça à qui de droit. J'ai aimé ces personnes qui peignent là. J'ai voulu faire comme eux. Et ça, je me suis lancé dedans et puis j'ai vu que ça va. Kossia est la seule fille des effectifs de 80 apprenants. L'existence de cet établissement est pour cette fille une aubaine et l'occasion de réaliser son rêve. D'autant que malgré les difficultés de tous ordres, la quinzaine d'apprenants qui en sort chaque année peut aisément exprimer son talent pour assurer sa propre réalisation. Nous faisons deux types de formations. Il y a les formations en cours du jour et les formations en cours du soir. Même les populations peuvent venir se former au métier des arts pour leur propre épanouissement. Beaucoup viennent avec des ambitions et quand ils voient que ces ambitions-là ne rentrent pas dans la formation, ils repartent. Alors que c'est à ce moment-là qu'ils doivent constituer même le vivier du CRAMA pour la production des œuvres. Parce que nous avons une galerie, notre travail aussi est de produire des œuvres que nous pouvons offrir à la population ivoirienne.
Le Conservatoire régional des arts et métiers d'Abengourou a noué un partenariat avec le Conseil régional de Nédéné-Duablin en 2012 en termes d'appui en prestations artistiques, moyennant une subvention annuelle. Mais à ce jour, rien. Et avec les maigres ressources qu'il reçoit de l'État, le Conservatoire des arts et métiers d'Abengourou s'accroche à la vie. Bien triste que depuis son ouverture en 1995, aucun ministre de la Culture n'y soit allé pour une simple visite. Dans l'actualité internationale en France, le PDG du groupe Bolloré a été placé en garde à vue ce matin dans le cadre d'une information pour corruption dans l'obtention en 2010 de 2 terminaux à conteneurs à Lomé au Togo et à Conakry en Guinée. Un mot de sport football pour terminer. L'ex-footballeur et entraîneur Henri Michel est décédé à 70 ans des suites d'un cancer. Il aura marqué le football français et africain. Il est le premier sélectionneur à avoir conduit l'équipe nationale ivoirienne à sa première Coupe du Monde en 2006 en Allemagne. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Retrouvez Maïsako à 23h.